Vous écoutez Réal, le podcast qui raconte l'histoire du cinéma à travers celle de ses plus grands réalisateurs. Je suis Eric Fichelson et pour ce premier épisode, comme pour les suivants, c'est mon acolyte Pierre Jacquet qui m'accompagne. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Pierre, tu es assistant réalisateur, scénariste, journaliste et surtout, comme moi, cinéphile. Et quand je t'ai proposé de participer à ce podcast et que je t'ai demandé par qui commence-t-on, tu m'as tout de suite dit, comme une évidence, Brian De Palma. Et en préparant cette émission, on s'est en effet rendu compte qu'il fallait commencer par lui. Pourquoi ? Parce que c'est un cinéaste controversé, que certains vénèrent, alors que d'autres le méprisent. Mais surtout parce que, plus que n'importe quel autre réalisateur, le vrai, voire peut-être le seul sujet du cinéma de Brian De Palma, c'est la mise en scène. Donc on a décidé avec Pierre de découper ce cycle De Palma en 3 parties. Et dans ce premier épisode, nous allons remonter aux origines du cinéma de Brian De Palma, évoquer son histoire personnelle, si essentielle pour comprendre son œuvre, ses débuts, et sa première expérience à Hollywood, qui fut, à de très nombreux égards, une catastrophe presque absolue. Pierre, je te propose de commencer par l'angle biographique et d'essayer de nous raconter d'où vient Brian De Palma. Quels sont les éléments saillants de sa vie, et notamment de son enfance, qui vont conditionner son parcours de metteur en scène. Eh bien, effectivement, Eric, comme tu le disais, la filmographie de De Palma se nourrit d'influences cinématographiques diverses, mais également d'éléments personnels liés à sa vie. Et on va se rendre compte que la réalité et la fiction vont être appelées à se mélanger. Et c'est d'ailleurs un des nombreux thèmes qu'il aborde dans ses films. Alors, Brian De Palma, il est né le 11 septembre 1940 à Newark, dans le New Jersey. Tout comme Philip Roth, d'ailleurs. Exactement. Son père, Anthony, est chirurgien orthopédique et sa mère, Vivienne, est une femme au foyer qui a un temps voulu embrasser une carrière de cantatrice. Brian n'est pas l'enfant unique issu de ce mariage, puisqu'il a 2 frères, Barton et Bruce. Et cette fratrie est élevée dans le souci constant de l'excellence, on peut le dire. Leur père, qui est autoritaire et conformiste, attend d'eux qu'ils embrassent une carrière scientifique. L'aîné, Bruce, deviendra scientifique et deviendra le fils favori de cette famille. Mais Barton, lui, sera artiste peintre et il rompra donc avec la volonté de son père. Et entre les deux, eh bien, il se trouve qu'il y a Brian, qui est celui qui a le tempérament le plus fort des 3 frères. Brian va à la fois prendre la défense de Barton en le surprotégeant, mais également en se positionnant comme un rival direct de Bruce afin de gagner lui aussi le respect et l'attention de ses parents. Et pour ce faire, il suit le même parcours scientifique que son frère Bruce, qui doit l'amener, tout comme lui, à rentrer au prestigieux MIT. Tout à fait. Et l'autre aspect de l'enfance de Brian De Palma, Pierre, qui, je pense, il faut souligner, c'est la lutte sourde, violente entre ses parents. Les infidélités répétées du père vont marquer le jeune De Palma, tout comme les fragilités psychologiques de sa mère. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Parce que c'est une histoire fascinante qui a d'ailleurs laissé des traces directes dans son œuvre cinématographique. Oui, il est vrai que cet épisode de la vie des De Palma que tu évoques servira de base matricielle à l'histoire de Pulsion, qui est l'un de ses films les plus connus, mais qu'on retrouvera aussi dans Home Movies, qui est peut-être son film le plus personnel. Alors, qu'en est-il ? Comme tu le disais, la relation qu'entretiennent Anthony et Vivienne De Palma est, on peut le dire, délétère, et à tel point que la mère de Brian De Palma va faire une tentative de suicide somnifère, une tentative qui va fort heureusement échouer. Et à la suite de cet accident, Vivienne va se confier à son fils Brian en lui expliquant qu'elle est persuadée que son mari la trompe, et elle demande à demi-mot au jeune Brian de prouver l'infidélité de son propre père. Donc Brian est catapulté en tant que détective privé en herbe, si on peut utiliser cette image, et Brian va alors tout faire pour prouver cette infidélité en enregistrant des conversations téléphoniques dans un premier temps, puis en mettant en place une filature armée qu'il est d'un appareil photo dans un deuxième temps, pour finalement rentrer directement dans le cabinet de son père et le surprendre
sur le fait dans les bras d'une autre femme. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le futur cinéaste qu'il va devenir se sert ici d'abord d'outils purement technologiques avant de recourir à la seule force de son propre regard. Et nous avons donc là deux thèmes particulièrement forts de l'œuvre de Palmaïenne, qui sont d'un côté l'obsession et de l'autre le voyeurisme. Et suite à cet incroyable épisode, donc ses parents divorcent, on est en 1958, et le jeune De Palma va en retirer une grande amertume, car non seulement il révèle l'infidélité de son père, mais il découvre ensuite les infidélités de sa mère qu'il a donc purement et simplement manipulées. Et d'ailleurs, dans le recueil d'entretien qu'il donnera à Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud des années plus tard, il décrira la cellule familiale comme étant, je cite, une structure où s'exerce la manipulation et la destruction de l'individu. Et on se rend bien compte qu'à la lumière de ces événements et de ces traumatismes, qu'on est dans un paysage familial qui est totalement dysfonctionnel. Et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais tous ces rapports troubles familiaux vont se retrouver tout au long de sa carrière de réalisateur. Et il y a un autre élément de sa vie qui, moi, m'a toujours interpellé, et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Donc, on le sait, les deux parents de Brian, ils sont d'origine italienne. Hein, c'est elle, comme lui, des fils et filles d'immigrés de la première génération. Mais ils décident de rompre avec leurs racines, de faire baptiser leurs enfants dans la foi protestante et de les envoyer dans des écoles Quaker, donc profondément WASP, et éloignés, même en rupture, avec leur héritage culturel et religieux qui est catholique romain. Et je me demande, et je n'ai pas la réponse à cette question, dans quelle mesure cette assimilation totale, forcée, a pesé sur la destinée de Palma, que ce soit dans son rapport à la culpabilité ou à la religion, qui sont des éléments intéressants et prégnants dans son cinéma. On peut imaginer à quel point ça a dû être compliqué de se retrouver dans un milieu socioculturel très éloigné de celui de ses parents, mais est-ce que ça a laissé des traces ? Effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on le sait, De Palma va faire partie de toute cette vague de cinéastes américains qui vont être à l'initiative de ce qu'on va appeler le nouvel Hollywood au milieu des années 70. Et parmi ces cinéastes, il y a bien évidemment Martin Scorsese. Et alors, autant Scorsese va être, lui, élevé dans un milieu, pour le coup, purement italo-américain, marqué à la fois par la religion catholique et la vie au sein même de la communauté italienne du quartier de Little Italy à New York, au point que Scorsese confiera plus tard qu'il avait longtemps hésité entre les carrières de prêtre et de gangster, ce qui explique en partie ses films, les films qu'il a pu faire. Autant De Palma, lui, a été déraciné purement et simplement de cette culture. Mais paradoxalement, ce déracinement va lui donner une certaine rigueur morale, à la limite presque puritaine, et qui irrigue tout son cinéma, malgré ce qu'on peut en penser de prime abord. Parce que, il faut le dire, pour beaucoup, De Palma, il est perçu comme un cinéaste pervers et amoral qui se complairait complètement dans le vice, ce qui est une profonde erreur de jugement à mon sens. Et ses positions à la fois sur le conflit du Vietnam et ou sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, deux événements qui l'auront profondément marqué, montrent au contraire que c'est un homme hanté par un questionnement éminemment moral, et il en fera d'ailleurs la démonstration artistique des années plus tard, que ce soit dans Outrage ou Blowout. Bien, donc après ce coup de projecteur nécessaire sur l'enfance et l'adolescence de Brian De Palma, qui ont façonné son rapport au cinéma, on va continuer à remonter le fil du temps et on va s'intéresser à son départ du giron familial et son arrivée à New York. D'accord. Donc qui n'est pas très loin de Newark, mais qui à de mains égards est extrêmement éloigné de ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Donc après des études secondaires tout à fait brillantes, où il fait d'ailleurs montre d'une appétence certaine pour les sciences. Alors d'autant plus brillante, Eric, si tu me le permets, que
Ouais. pour illustrer les rapports de compétition très particuliers qu'il entretenait à l'époque avec son frère Bruce. J'avais noté qu'il avait remporté devant celui-ci un concours scientifique grâce à un mémoire qu'il avait rendu. Et ce mémoire s'intitulait très précisément Application de la cybernétique aux équations différentielles. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur les applications de la cybernétique aux équations différentielles, s'il te plaît, Pierre? Écoute, je vais essayer, je botte en touche, tu vois, je botte en touche, mais tel que présenté sur ce mémoire, on peut penser que c'est quand même très technique et que ça a à voir peut-être avec la technologie du futur et l'automatisation des machines. Alors donc, à cette époque, Brian De Palma il se destine principalement à une carrière scientifique, hein, loin du cinéma. Et même s'il est intéressant de constater que cette sensibilité et cet intérêt pour la technologie permet aussi d'expliquer rétrospectivement pourquoi il est devenu ce cinéaste d'exception. Ouais, ça, je pense que c'est absolument fondamental. Hein. C'est que cet ancrage, technique, hein, ce rapport privilégié à la technologie, c'est un élément extrêmement fort du cinéma de Brian De Palma. Je pense que sans cet héritage, entre guillemets, scientifique, Brian De Palma ne serait pas devenu le réalisateur qu'il est devenu. Donc il arrive à New York et il part étudier à Columbia. Et c'est à ce moment précis que la prédestination paternelle va commencer à se fissurer, en même temps hein, que New York s'offre à Brian De Palma et va en fait tout bouleverser pour lui. Oui, effectivement, après le divorce de ses parents, il y a eu un éclatement complet de cette cellule familiale. Les trois frères ne vivent plus ensemble et Brian décide donc de partir à New York étudier à Columbia pour toujours, et encore une fois, hein, suivre un cursus qui doit le mener jusqu'au MIT, comme son frère aîné Bruce. Et en cela, il ne dérange pas de son plan initial qui est bien d'embrasser une carrière scientifique. Mais ce que De Palma n'avait sans doute pas prévu, et c'est donc pour ça qu'on peut parler de bouleversement de la découverte de la ville de New York que tu évoquais, c'est qu'il va se retrouver confronté également aux arts et à la comédie en intégrant un cursus complémentaire en liberal arts au sein du collège Sarah Lawrence, qui est en fait jumelé avec l'université de Columbia dans laquelle il se trouve. Et c'est donc un terrain inconnu qui s'ouvre à lui, vraiment, et qui réoriente ses choix de vie premiers. Alors, il va donc découvrir beaucoup de choses à cette époque, et coup sur coup, il va découvrir d'abord la nouvelle vague française, menée principalement par cinéastes comme François Truffaut et Jean-Luc Godard. Et c'est d'ailleurs un point qu'il partage avec tous les cinéastes, sans exception du Nouvel Hollywood. Il découvre également des réalisateurs italiens comme Luchino Visconti ou Federico Fellini. Mais le véritable point de bascule, c'est lorsqu'il découvre le Sueur froide, le Vertigo d'Alfred Hitchcock, qu'il prend littéralement de plein fouet et qui est pour lui un véritable choc à la fois formel et esthétique. Et la forme hitchcockienne, si elle est évoquée plus que subrepticement dans cette première phase de travail que nous évoquons ensemble aujourd'hui et qui se clôt juste avant Sœurs de sang, Sisters, en 73, eh bien, elle va quand même le marquer si profondément qu'il y reviendra de manière, on va dire, plus appuyée et elle fera partie intégrante de son succès. Ouais, je pense qu'on peut vraiment parler de révélation presque au sens biblique du terme, parce que ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'alors, pour Brian De Palma, et pour reprendre son expression même, le cinéma, c'était rien de plus qu'une distraction du samedi soir. Et Ouais. donc, sa fréquentation de la scène artistique new-yorkaise, les chocs esthétiques successifs que tu viens d'évoquer, auxquels je pense qu'il faut aussi rajouter la vague du free cinéma anglais, qui, donc selon lui, l'a profondément marqué. C'est un héritage qu'il revendique aussi. Tout ça, c'est autant de facteurs qui vont réorienter sa carrière. Et je pense que c'est intéressant de s'attarder sur ce qu'il fait au sein de ce Sarah Lawrence College, parce qu'il commence notamment à découvrir le monde du théâtre et à s'essayer au théâtre. Absolument. Il commence à y faire du théâtre parce que c'est ce qui est principalement enseigné, en effet. Mais il va surtout se servir de cette opportunité
pour en fait poser les premiers jalons de sa carrière de cinéaste en filmant les pièces et les répétitions auxquelles il assiste et auxquelles il participe également. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec sa première caméra, il se pose tout d'abord une question scientifique plutôt qu'artistique. En effet, la question qui se pose, c'est pas qu'est-ce qui constitue un film, mais bien comment fabrique-t-on un film. Et en ce sens, il ne s'intéresse pas encore à des questions de scénario, d'histoire, de narration, de direction d'acteurs ou de grammaire filmique qui amène un réalisateur à définir un style de mise en scène, mais bien à un questionnement technique, voire mécanique. Et c'est pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il va devenir l'un des plus grands cinéastes de l'histoire. Parce que ce sont ses compétences purement techniques du départ qui vont lui permettre d'acquérir un style de narration unique et éminemment artistique. Et ce qu'il faut retenir aussi de toute cette période d'apprentissage, ce sont les deux rencontres fondamentales qu'il va faire au sein du Sarah Lawrence College. Tout d'abord, il y a la rencontre avec son professeur dramatique qui s'appelle Wilford Leach, et une autre rencontre est celle qu'il fait avec Joseph Campbell, dont il suit assidûment les cours. Et alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas qui est Joseph Campbell, il est à l'origine d'un ouvrage, on peut le dire, essentiel sur le mythe du héros, et dont on sait qu'il a servi notamment de base de travail à George Lucas pour écrire Star Wars. Et pour résumer grossièrement de quoi il s'agit, en fait, Joseph Campbell théorise le fait que toutes les histoires répondent à un schéma de narration unique et universel. Ouais, c'est exactement ça. Pierre, cet enseignement de l'archétype du mythe, il est fondamental pour comprendre Brian De Palma. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs qui s'intéressent au cinéma à compulser un des livres les plus connus de Joseph Campbell, qui s'appelle Le héros aux mille visages. Qui est un livre absolument fascinant. Il y a également une série d'entretiens qu'on peut trouver sur YouTube de Joseph Campbell avec un journaliste américain autour de son livre, qui est un de ses derniers livres, qui résume un peu toute sa démarche et sa théorie, qui s'appelle Le pouvoir du mythe. Et c'est absolument saisissant de constater qu'en effet, ce monomythe du héros, c'est la matrice de la quasi-totalité des histoires qui ont été rédigées depuis l'Antiquité. Et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que le premier court-métrage de Brian De Palma, il est directement inspiré de la mythologie grecque. Oui. Et que l'influence de la mythologie grecque est quelque chose qui va pétrir le cinéma de Brian De Palma jusqu'à aujourd'hui. Dans Icarus, qui est donc ce premier court-métrage qu'on n'a pas réussi à exhumer d'Internet avec Pierre, De Palma réinterprète le mythe d'Icare, transposé dans le New York des années 60. Et donc, ce premier court-métrage est donc le premier de plusieurs autres courts-métrages qui vont permettre à De Palma d'arriver finalement à un court-métrage qui s'appelle Wotan's Wake, qui, Pierre, je pense qu'on peut le considérer comme le premier véritable court-métrage de Brian De Palma, et qui, lui, par contre, se retrouve sans difficulté sur le net. Oui, tout à fait. Wotan's Wake est vraiment considéré comme le premier court-métrage officiel, on va dire, entre guillemets, de Brian De Palma, même s'il faut quand même évoquer, en plus d'Icarus, son deuxième court-métrage, qui est intitulé 660124, The Story of an IBM Card. Donc, là encore, on se retrouve dans un univers, au vu du titre, assez technologique. Et ce court-métrage, selon les dires même de Brian De Palma, il est marqué par l'influence à la fois d'Ingmar Bergman et du déterminisme, mais on va dire qu'il a été plus ou moins rogné par lui et qu'il en garde in fine non seulement un souvenir un peu diffus, mais également, selon ses termes et ce qu'il en pense, il en conserve une sensation quand même d'une belle prétention de jeunesse. Ouais, et quand on fréquente Brian De Palma de plus près, on se rend compte que lui-même, pour qu'il arrive à dire que quelque chose est prétentieux,
Je pense qu'effectivement, c'est sans doute une bonne chose qu'on puisse pas le retrouver. Donc, tu veux dire que Brian De Palma a une haute idée de lui-même? Je pense qu'il s'agit là d'un doux euphémisme. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, une des raisons pour lesquelles il s'est pas fait que des amis au sein des critiques. Donc, Wottensweg, qui, comme je le disais, est disponible et facilement trouvable sur Internet. Ouais. Donc, comme Icarus, Wottensweg, c'est un court-métrage qui s'inspire de nouveau de la mythologie. Ici, en l'occurrence, c'est le mythe de Pygmalion qui est revisité. Donc, en 2 mots, quelle est l'histoire de ce court? C'est un sculpteur qui voit une de ses œuvres prendre vie. Et l'artiste va chercher par tous les moyens, jusqu'à la toute fin du court-métrage, à faire en sorte que sa création redevienne une sculpture. Donc, c'est un court-métrage d'une richesse vraiment incroyable. Il est encore marqué des influences de Brian de Palma. On sent bien qu'il est encore en véritable phase intense d'absorption de toutes les influences auxquelles il est exposé. Parce qu'on peut trouver dans ce cours à la fois des traces de l'expressionnisme du cinéma allemand des années 20, que ce soit le cabinet du docteur Caligari de Robert Vineux, le cycle des Mabuse de Fritz Lang, mais aussi déjà un peu au jeune Hitchcock pour la période anglaise du réalisateur. On peut penser à The Lodger, il y a certaines ambiances qui s'inspirent un peu de ce Londres brumeux. Et puis même, il y a des traces de Buñuel et du chien andalou dans ce cours. C'est une première œuvre avec une identité visuelle très très forte. Et je pense que c'est important de s'y attarder. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pierre? C'est un film d'autant plus intéressant que De Palma, il va gagner de nombreux prix avec ce film. Et c'est ce qui va lui permettre de continuer dans cette nouvelle voie qui s'ouvre alors à lui. Et à titre d'exemple, par exemple, il a remporté le prix de la Fondation Rosenthal, qui récompense les meilleurs films de cinéastes de moins de 25 ans. C'est effectivement un film profondément inspiré de l'expressionnisme allemand, comme tu viens de le signaler, mais également profondément marqué par le cinéma italien. On pense à la Dolce Vita et aussi par le cinéma bergmanien. Encore une fois, après ce deuxième court-métrage sur la carte IBM, puisque l'analogie avec le Septième Saut peut être faite sans problème. Alors, ce film, il met en scène William Finlay, qui est un acteur avec lequel De Palma va travailler régulièrement et pour qui l'heure de gloire sera bien évidemment l'incarnation future qu'il fera du Phantom of the Paradise de 1971, dont au passage on relèvera avec amusement le patronyme qui est le sien, puisque c'est celui de Winslow Leach, et qui renvoie directement et bien évidemment à Wilford Leach, le professeur d'art dramatique de Palma. Mais ce qui est sans doute le plus marquant avec ce court-métrage, c'est de constater que la réalité et on va dire un certain surréalisme peuvent coexister. Et que De Palma aborde ces différentes strates de réalité et de fait, il questionne pleinement le matériau cinématographique. Et on voit donc apparaître une sorte de glissement du comment on fabrique un film initial dont on avait parlé précédemment et qui l'interpellait dans un premier temps, à qu'est-ce qui constitue un film. Et il se rend donc compte qu'il peut aborder tout type d'histoire à travers ce nouveau médium et surtout imposer sa propre réalité à autrui. Et c'est une des leçons directement héritées de 2 événements marquants chez De Palma, qu'on a là aussi évoqué en début de l'émission, à savoir la guerre du Vietnam, conflit pour lequel De Palma aura absolument tout tenté pour y échapper, mais surtout l'assassinat de Kennedy et le film amateur de cet attentat que tournera Abraham Zapruder. Et il se rend bien compte que les interprétations soulevées par ces 2 événements marquants chez lui, c'est-à-dire a-t-on fait la guerre du Vietnam pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dans le premier cas, l'assassinat de Kennedy est-il bien l'acte d'un tireur isolé ou bien cache-t-il une mécanique bien plus complexe dans le deuxième cas? En fait,
c'est marquant, c'est multiple en fait chez ces interprétations. Et il n'y a donc pas une vérité, mais des vérités. Et tout comme dans Wotan's Wake, il n'y a pas qu'un seul niveau de lecture. Il y a celle effectivement d'un créateur et de sa sculpture qui prend vie, mais il y a également un questionnement du créateur par rapport à sa création et inversement. Ouais, et c'est effectivement un questionnement qu'on va retrouver plus tard dans Phantom of the Paradise et dans d'autres films de l'œuvre de Palma. Alors, je pense que c'est important de préciser que c'est un film qui est tourné en noir et blanc. Oui. Et qu'à 3 reprises successives après Wotan's Wake, donc dans un documentaire et dans 2 films qu'on va aborder, De Palma continue à tourner en noir et blanc avant de passer à la couleur avec Greetings. Et il est aussi, je pense, important de signaler que Wotan's Wake, c'est un film muet. Et que ce choix du muet, il est très, très important. Puisque le muet va, pendant toute la carrière de Palma, porter une esthétique, un sens de la narration et un sens pictural absolument fondamental. Alors oui, effectivement, Eric, l'héritage du muet, il est très important chez Brian De Palma parce que l'utilisation et la compréhension de la narration essentiellement faite par l'image est une des clés de compréhension de son cinéma. Et c'est d'ailleurs pour ça que les films de Palma sont aussi viscéralement intéressants et purement, totalement cinématographiques. Que ce soit ses mises en place, son découpage, son montage, et on va dire de manière générale sa narration, tout cela est complètement et pleinement visuel. Et en cela, il s'inscrit parfaitement dans la longue tradition du cinéma. On dit toujours qu'un film parfait doit transmettre sa narration uniquement par le prisme de l'image. Et le meilleur test pour ça, c'est bien évidemment de couper le son d'un film et de voir si on comprend les intentions d'un réalisateur uniquement par le dialogue visuel qu'il instaure entre son film, son œuvre et le spectateur. Ouais, c'est pour ça que Wotan's Wake est important et marque un premier jalon. Et après ce court-métrage, donc De Palma, il va faire des incursions dans le domaine du documentaire. Et à ce titre, je pense que c'est essentiel, c'est un passage obligé, que de parler de son documentaire qui s'appelle The Responsive Eye, qui est donc un documentaire qui filme la soirée de vernissage d'une exposition qui a lieu au MoMA, à New York, sur ce qu'on appelle l'optic arts, qui est donc ce courant d'art contemporain des années 60, qui est marqué notamment par Vasarely. Donc, De Palma, il décide de filmer cette soirée de vernissage. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que c'est non seulement pour créer un documentaire sur les œuvres qui sont présentées dans le cadre de cette exposition, et on va suivre le curateur du musée et d'autres intervenants qui vont expliquer les bases artistiques du mouvement, qui vont commenter les œuvres qui sont présentées et projetées, mais il va en profiter également pour créer un film dans le film en montrant la réaction des spectateurs aux œuvres exposées. Et ça, ce procédé-là, c'est très très important de le souligner parce qu'on va le revoir plus tard dans un autre film qui s'appelle Dionysus in 69, où on va constater également que Brian De Palma joue avec la confrontation de 2 points de vue, celui des artistes et celui des spectateurs. Pierre, ce documentaire, c'est un film qui a beaucoup de succès et qu'il est important également d'analyser. Absolument. Il est intéressant à plus d'un titre, ce documentaire, The Responsive Eye, parce que De Palma le filme déjà dans un musée. Et c'est pour lui un galop d'essai avant l'heure, puisqu'il réitérera l'utilisation de cet environnement spécifique, directement hérité d'ailleurs du Sueur froide d'Hitchcock, puisqu'on s'en souvient, Kim Novak se retrouve à un moment dans un musée, et en se le réappropriant pour les besoins d'une des plus belles séquences de pulsion où Angie Dickinson se retrouve
à la même place que celle de Kim Novak dans Le Surfroid d'Hitchcock. Et ce film, il est intéressant aussi car, comme tu l'as si justement évoqué, c'est la confrontation de deux points de vue. Et tout le cinéma de De Palma va en effet être alimenté de cette obsession du point de vue. Un point de vue qui peut être autant thématique que formel, puisque cette obsession va être à l'origine de sa technique du split screen. C'est une technique qui consiste à montrer simultanément deux angles de vue différents d'une même scène en divisant un écran en deux parties distinctes. Et c'est quelque chose qu'il questionnera tout au long de sa carrière, d'ailleurs. Et ce qu'il est intéressant de souligner également concernant The Responsive Eye, c'est que De Palma, n'ayant pas vraiment d'atome crochu avec le mouvement artistique qu'il filme, bien qu'il côtoyait les artistes de The Factory et Andy Warhol, il aura su garder cette sorte de distanciation qui fait qu'on a l'impression qu'il questionne en même temps qu'il filme. Et alors, petite anecdote, il faut savoir que pendant très longtemps, Brian De Palma filmait les journalistes qui venaient l'interviewer, ce qui non seulement mettait les 10 journalistes très mal à l'aise, mais modifiait fondamentalement le rôle de chacun. Et là encore, on retrouve ce questionnement perpétuel chez De Palma, cette obsession même de vouloir transformer radicalement une situation donnée pour en extraire un autre niveau de lecture. Et c'est totalement fascinant. Ouais. En fait, c'est un film, je rigole parce que c'est un film plein d'ironie, comme tu le soulignes. Et il arrive à disséquer les affectations de toute cette clique artistique branchée new-yorkaise d'une manière absolument jubilatoire. En fait, c'est un vrai témoignage de toute cette époque du New York branché des années 60 où se côtoient à la fois des originaux, des mécènes, des professeurs. En fait, ce qu'il nous donne à voir, c'est une galerie de portraits truculente et qui reste très très moderne dans son découpage et son propos et dans cette dimension sociologique aussi, de capturer l'esprit d'une époque, d'un moment, d'un lieu. Donc c'est un documentaire, mais c'est plus que ça en fait. Mais je pense que c'est aussi pour ça que c'était important de s'y attarder. Donc après cette incursion dans la sphère du documentaire, notre jeune Brian De Palma, il est encouragé par ses premiers succès d'estime et critique. Et il va se mettre à la construction, à l'écriture et à la co-réalisation de son premier long métrage, The Wedding Party, avec à la fois, il faut le souligner, donc William Finlay, que tu as précédemment cité, Pierre, qui est vraiment l'acteur fétiche de Palma pendant cette première partie de carrière, mais également le très jeune Robert De Niro et sa coupe en brosse, qui, au générique, apparaît d'ailleurs comme Robert De Niro. Et oui, et De Niro, dont tout le monde pense à tort qu'il a été découvert par Martin Scorsese et Mean Streets, en fait. Alors que non, alors que on doit la découverte de Robert De Niro à Brian De Palma pour ce film The Wedding Party dont tu vas nous parler maintenant, Pierre, et qui nous donne déjà à voir toute la mesure de son talent de comédien. Oui. Ce qu'il faut commencer par dire à propos de The Wedding Party, c'est qu'il est en fait co-réalisé, comme tu le disais, par Brian De Palma et qu'il est censé être l'agrégation de ses années formatives au sein du Sarah Lawrence College, puisque même si la paternité et la postérité a fait que la paternité revenait à De Palma, il est quand même ici associé à son mentor et son professeur d'art dramatique, Wilford Leach, et aussi à Cynthia Monroe, qui est une comédienne avec laquelle De Palma s'entendait vraiment très très bien, et qui finance d'ailleurs le film. Ouais. Alors Pierre, juste peut-être un élément que je voudrais rajouter là-dessus sur le rapport que Brian De Palma entretient avec Wilford Leach. Et je pense que c'est très important parce que c'est la même chose pour Campbell et ça explique à quel point les relations ont été marquantes. C'est que le Sarah Lawrence College, un peu à l'image des universités anglaises, en fait, fonctionnait à travers un mécanisme ou du moins des codes d'éducation qu'on appelle le tutorial system. Donc, c'était en fait
Les classes étaient des classes dans lesquelles on discutait de ce qui avait été transmis par écrit ou par des lectures préalables aux élèves, et en très très petits groupes, et même en one-to-one avec leurs professeurs. Chaque semaine, les étudiants avaient des moments privilégiés d'échange et de discussion avec leurs professeurs. Et je pense que c'est ce lien direct qui est matérialisé dans ce film, qui est donc co-réalisé avec Wilford Leach, le professeur de Brian De Palma, d'art dramatique, mais qui aussi, je pense, explique cet héritage et à quel point le cinéma de Brian De Palma a été influencé par ces deux figures tutélaires qui sont un peu ces deux pères de cinéma, même si ni l'un ni l'autre ne sont cinéastes. Je pense que vraiment, il y a c'est les deux statuts du commandeur, quoi, dans la vie et dans le développement artistique de Brian De Palma. Ce sont ces deux pères spirituels au contraire de son père génétique. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, effectivement, pour revenir à The Wedding Party, c'est un film, ça rentre dans ce que tu viens d'expliquer, c'est un film de fin d'études, quand même, à la base, qui est à gestation longue, puisqu'il est commencé dès l'année 1964, mais il ne sortira que 5 ans plus tard, en 1969. Et d'ailleurs, le film est resté pendant très longtemps inédit en France. Et alors, comme tu le disais, c'est un film qui met en scène Robert De Niro, et ne serait-ce que quand on lit le synopsis du film, on se rend déjà bien compte qu'il a été nourri des expériences personnelles de Palma, puisque c'est l'histoire d'un homme qui se prénomme Charlie et qui se rend sur une île appartenant à la famille de sa future femme afin de préparer leur mariage. Et puis, peu à peu, les intentions premières du héros sur son engagement personnel vont vaciller. Et c'est donc la lente déliquescence d'une envie initiale qu'on peut rapprocher par analogie au changement brusque de carrière de Brian De Palma, initialement appelé à suivre les pas scientifiques de son père et de son frère, et qui, in fine, va s'orienter vers le cinéma qui est, on va dire, paraphrasé ici par le prisme, voilà, qui est mise en abîme par le prisme de ce long métrage. Ouais, alors ce pauvre Charlie qui est fou amoureux d'une jeune fille très bien sous tout rapport, de très très bonne famille. Il va tomber de carré dans Scylla, quoi. Il va se rendre compte finalement que il est aidé par ces deux comparses qui essayent de l'entraîner dans une dernière soirée d'avant mariage à laquelle il décide finalement de pas se rendre, qu'il est enfermé dans cette famille et qu'il n'est pas à sa place. Et que ce mariage, qui devrait être normalement un moment de joie, de liberté, s'avère pour Charlie et peut-être pour De Palma, synonyme d'enfermement et d'étouffement. Voilà, on peut dire que c'est une espèce de get out avant l'heure. Donc. Ouais, c'est effectivement ça. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, le pauvre Charlie, il cède et il se marie. Voilà, donc ça finit sur une note assez noire. Et ce thème de la volonté, de se conformer à un système ou à des règles pour par la suite s'en évader ou au moins essayer de s'en évader. C'est un thème qu'on va retrouver ensuite plus tard dans tout le cinéma de Palma et qui est quelque part, je trouve, assez annonciateur des rapports que le cinéaste va entretenir avec les institutions de son milieu, et notamment avant tout avec Hollywood. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les rapports de Brian De Palma avec Hollywood sont des rapports incroyablement complexes, qui sont faits de frustration, d'incompréhension, de déception mutuelle. Et c'est donc assez intéressant de voir ce film à travers ce prisme-là. Mais c'est aussi, je trouve, un film qui est intéressant parce qu'il continue d'être pétri des influences de Palma. Il y a clairement une influence de la nouvelle vague, qui est, que ce soit dans la manière dont le film est mis en scène, dans sa spontanéité, le choix d'utiliser la caméra à l'épaule. Il y a des scènes de dialogue entre les trois jeunes amis qui doivent beaucoup à Godard. Mais il y a également des passages qui sont encore marqués par le muet. C'est encore une œuvre composite.
et on ressent que, en effet, elle est le résultat d'un travail effectué à plusieurs mains. Mais néanmoins, on retrouve des thèmes qui vont être explorés ultérieurement par Brian De Palma, et notamment dans Murder à la mode, qui sera son prochain film, et qui, pour le coup, est lui le film annonciateur de tous les thèmes fétiches, obsessionnels de Palma. Ouais. Eric, si tu me permets, j'aimerais quand même aborder l'évolution formelle du cinéma de Palma Ouais, bien sûr. Ouais. avant qu'on parle ensemble de Murder à la mode, parce que c'est quand même à partir de The Wedding Party qui devient audacieux, parce qu'il s'essaie quand même à des choses assez inédites, comme les séquences en accéléré. Il utilise également les ralentis. Quand il arrive en salle de montage, il découvre les jump cuts. Donc on peut dire qu'il continue d'explorer la forme cinématographique, de façon plus générale sa grammaire, et à travers cette exploration formelle qu'on peut également voir d'ailleurs comme une période formative pour lui, il est en train de prendre conscience de ce qui l'intéresse vraiment dans le cinéma, et il va petit à petit construire une œuvre sur le long terme. Et ce qui nous amène, comme tu viens de dire, à Murder à la mode, qui est donc son nouveau film, et qui est sans doute la première vraie incursion de Palma dans un univers qui va être à la fois sa marque de fabrique principale, à savoir le thriller, envisagé un peu comme un questionnement ludique, ne serait-ce que parce qu'il s'agit là encore une fois d'une histoire envisagée sous des angles de point de vue différents, celui de la victime, celui du meurtrier, et celui d'un narrateur qui reprendrait les codes hitchcockiens. Et en utilisant ces différentes formes, eh bien, De Palma, il donne à son histoire des variations de genre qui oscillent continuellement entre le soap opéra, le film de crime et la pure comédie. Et on se retrouve donc une nouvelle fois dans cette obsession répétitive chez lui, de donner plusieurs sens, voire plusieurs saveurs et même plusieurs significations à une même histoire. Et on se rend donc bien compte que De Palma se positionne vraiment comme le cinéaste de l'obsession, et cette obsession, autant formelle que thématique, encore une fois, s'ancre parfaitement dans cette idée que les plus grands cinéastes refont toujours finalement le même film tout au long de leur vie. Oui. Et Murder à la mode, c'est le premier de cette série. Et c'est un film absolument fascinant, mais aussi très très déroutant, parce que les trois points de vue qui tissent l'histoire de ce meurtre sont vraiment assumés comme des points de vue très différents. La méthodologie, les techniques utilisées, le style de narration vont changer de manière extrêmement brutale à chaque fois qu'on passe d'un point de vue à l'autre. Bon, alors c'est une espèce de slasher avant l'heure, hein, le Murder à la mode. Hein. C'est le premier film de Brian De Palma, c'est aussi pour ça qu'il est intéressant, qui explore la violence de manière directe, manifeste, et qui, comme tu l'as souligné, emprunte beaucoup, beaucoup, beaucoup à Hitchcock. La raison de ce meurtre, elle est assez obscure. On comprend pas vraiment pourquoi elle se fait tuer, cette jeune femme. C'est un peu le MacGuffin de ce film. Et c'est aussi un film qui commence à explorer un autre des thèmes de Palma, qui est celui du voyeurisme. Hein. Et thème qui est là aussi hérité de ce traumatisme originel de son adolescence. Et cette obsession, ce thème du voyeurisme, elle est avant tout présente dans la partie vue du point de vue du meurtrier, qui est interprété là encore par William Finlay, qui joue une espèce de fou illuminé dont le monologue intérieur va clore le film sur une note complètement glaçante. Oui, et puis d'ailleurs, tu parlais de Hitchcock au niveau formel, mais on peut évidemment à ce propos faire l'une des premières jonctions évidentes de Palma avec Psychose. Il y en aura une autre avec Phantom of the Paradise et la scène de la douche, puisque ce monologue final de Murder à la mode, en fait, il renvoie bien évidemment au monologue final de celui d'Anthony Hopkins à la fin du film d'Alfred Hitchcock. Ouais. Donc ce film, alors il clôt une première étape de la cinématographie de Palma, pardon, parce que
notre cher Brian va ensuite s'essayer à la couleur. Mais c'est aussi la porte d'entrée vers les œuvres ultérieures. Donc, fin d'une première étape, passage à la couleur. Et pour le passage à la couleur, De Palma va nous offrir, va nous présenter un diptyque avec 2 films, Greetings dans un premier temps et Hi Mom après, qui sont 2 films différents, mais qui, pour moi, je ne sais pas si tu seras d'accord avec cette manière de voir les choses, qui pour moi se suivent, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Et plus qu'un film et sa suite, pour moi, c'est un seul et même film qui ouvre le passage de Palma à la couleur. Oui, effectivement, on ne peut pas dissocier Greetings de High Moon, ça c'est une certitude, et on va voir pourquoi un petit peu plus tard. Mais ce qu'on peut déjà dire de Greetings, c'est qu'avec ce film, De Palma, il va sortir de son microcosme américano-américain, on va dire, parce qu'il va être sélectionné dans un festival très prestigieux, qui est quand même celui du festival de Berlin, qui est quand même le festival de Berlin en 1969. Et non seulement il va concourir dans ce festival, mais il va gagner la récompense, pas suprême, puisque c'est l'Ours d'Or, mais il va gagner l'Ours d'Argent. Oui. Et c'est un film tourné en 1968 et sur lequel il va retrouver une nouvelle fois Robert De Niro, et qui évoque une fois encore une multiplicité de points de vue. Donc c'est quand même un thème récurrent chez lui. Et c'est toujours là. Voilà, c'est toujours là. Et il travaille au corps, enfin vraiment, ça le hante. Et il met en scène donc 3 individus pour lesquels il va réutiliser les récentes mises en place qu'il a effectuées dans Murder à la mode, c'est-à-dire un style formel différent à chaque fois qu'il l'associe à chacun de ses protagonistes. Et cette histoire qui parle de 3 jeunes amis qui vivent leurs derniers instants de liberté, on peut le dire, avant de partir pour la guerre du Vietnam, et là encore nourri de l'histoire personnelle du cinéaste, qui, on le sait, puisqu'on l'a dit, a tout fait pour éviter de partir pour ce conflit, que ce soit grâce à des causes médicales, psychiatriques ou même politiques, puisqu'il a été même jusqu'à revendiquer haut et fort une sensibilité à l'idéologie communiste pour échapper à ce conflit. Enfin bref, et ce film est remarquable parce que pour la première fois sans doute, il essaie de sortir du champ de la fiction pure pour emprunter au réel la contextualisation de son propos. Et il se retrouve donc dans une démarche de cinéma vérité un peu, même s'il arrive bien évidemment à insuffler dans cette nouvelle histoire un ton léger, qui sert principalement à dédramatiser le départ vers l'horreur de la guerre, qui ne sera jamais montré. Et en cela, il n'est pas non plus totalement dans le cinéma dénonciateur et naturaliste à tout prix d'autres cinéastes qui peuvent apparaître plus politiques. Parce que même s'il n'est pas dans ce courant, De Palma, il est fait quand même de la politique à travers ses films. Et sous l'angle de la fiction, de la comédie, du thriller, de la satire, voire de tout ça en même temps mélangé, eh bien De Palma, il continue de mettre en place un cinéma ludique et qui n'oublie jamais d'interpeller le spectateur en le forçant à la réflexion sur la portée des images qu'il agence et qu'il crée. Et c'est en cela que De Palma a un positionnement politique pour moi. C'est parce qu'il questionne la force des images et leur signification profonde. Ouais, effectivement. Et tu parlais des différents niveaux de lecture et des différents registres. Et un des éléments très plaisants avec ce film, avec Greetings, c'est qu'il est bourré de scènes très très drôles, dont l'une des plus marquantes est celle où les 3 amis de ce film, en fait, essayent toutes les stratégies possibles pour se faire réformer afin de ne pas partir au Vietnam. Et en cela, ça rappelle le parcours personnel, une fois de plus, de Palma. Oui, absolument. Absolument. Donc, il y a à nouveau ces éléments autobiographiques qui vont venir imprimer le cinéma de Palma. Ça fait de ce film aussi, par cet aspect-là, un peu un précurseur des buddy movies qu'on pourra voir plus tard apparaître à Hollywood. Il y a aussi une autre scène que moi personnellement j'adore, qui est une scène totalement improvisée dans laquelle Robert De Niro rencontre un producteur de films porno qui essaye de lui vendre
une de ses réalisations sous le manteau. Et dans cette scène, clairement, ça part en impro totale. Et à plusieurs reprises, De Niro est à deux doigts d'exploser de rire. Et c'est assez rigolo de le voir se contenir pour éviter de ruiner la scène. Et l'un des autres aspects de ce film, c'est la quête amoureuse d'un des trois protagonistes, qui est un peu enferré dans quelque chose qui a à voir avec la misère sexuelle, de toute évidence, et qui essaye d'y remédier en répondant à des petites annonces. Et donc, ça va l'amener à rencontrer tout au long du film plusieurs femmes qui, pour des raisons diverses et variées, elles aussi font appel à des petites annonces. Et les scènes qui en résultent sont parfois touchantes et émouvantes, mais parfois et souvent très très drôles. Et bon, c'est vrai que l'humour, de prime abord, c'est pas l'aspect le plus saillant du style de Brian De Palma, mais en fait, c'est vraiment de prime abord parce que, comme tu le disais, les films de Brian De Palma regorgent d'humour. Alors c'est un humour parfois assez subtil, empreint d'ironie, assez intellectualisé, mais c'est malgré tout présent. Même dans Carrie, il y a de l'humour. Moi, je trouve que c'est ce qui distingue ce film, c'est sa légèreté et sa drôlerie. Et de ce point de vue-là, Greetings, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier ces deux films. C'est l'antithèse absolue de High Mom. C'est les deux faces d'une même pièce. Exactement. Qui est un film mais alors vraiment beaucoup plus sombre. Et la fin de Greetings, elle porte en elle le début de High Mom. Puisque malgré tous ses efforts, louables et estimables, Robert De Niro, il est envoyé au Vietnam. Il part. Contrairement à De Palma, qui lui réussira à échapper à l'enfer du Vietnam, Robert De Niro est envoyé, enfin le personnage joué par Robert De Niro est envoyé au Vietnam. Et en fait, la seule trace de l'expérience de Robert De Niro au Vietnam dans ce film, en fait, elle nous est livrée à travers, encore une fois, un film dans le film, un faux documentaire dans lequel De Niro est interviewé en plein milieu d'une bataille, d'une scène de guerre, donc entre les balles, par un journaliste d'une télévision américaine. Mais là encore, et je ne vais pas gâcher le plaisir de ceux qui nous écoutent qui n'ont pas encore découvert ce film, il décale complètement le regard et il prend le spectateur complètement à contre-pied, parce que ce qui se passe dans ce faux documentaire n'a absolument finalement rien à voir avec le Vietnam. Donc je n'en dis pas plus, mais une fois encore, et j'insiste parce que ça c'est quand même très très important, et c'est matriciel chez De Palma, il y a à nouveau un film dans le film. Et donc High Mom débute donc en montrant ce même personnage joué par Robert De Niro, donc John Rabin, qui est de retour à New York après son expérience au Vietnam. Et High Mom va nous inviter à réfléchir à d'autres thèmes que ceux qui étaient présentés dans Greetings, mais également à certains thèmes qui étaient déjà en germe donc au cœur de Greetings. Donc c'est une réflexion sur la célébrité, sur le racisme, sur, encore une fois, le voyeurisme, et de manière générale, sur toute une série de thèmes qui infusent dès cet instant le cinéma de Brian De Palma et qui vont continuer pendant très longtemps à le structurer. Oui, comme tu l'expliques si bien, on peut effectivement envisager Greetings et High Mom comme étant le constat de la mentalité américaine d'avant et d'après la guerre du Vietnam. Et en cela, ça préfigure pour moi toute cette vague de films américains qui vont raconter le conflit vietnamien, et principalement Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, qui raconte lui aussi 3 étapes de vie de soldats partis là-bas avec l'avant, le pendant et l'après. Sauf qu'ici, il manque le pendant chez De Palma, et il le traitera bien plus tard avec outrage, et il ne faut pas l'oublier. Ouais, et de quelle manière?
et de quelle Absolument. manière. Mais on y reviendra longuement le moment venu. Alors, Oui. de ce point de vue-là, c'est vraiment la chute High Mom. Parce que dans Greetings, cette légèreté, cette innocence, eh ben, elle n'existe plus. Elles se sont fracassées sur le front de la guerre du Vietnam. Oui, absolument, parce que comme tu le disais, I'm Mom, c'est une œuvre noire et qui n'a pas du tout la légèreté de Greetings, même si en début de métrage, on peut supposer le contraire, tellement il semble utiliser le même ton décalé. Mais très vite, on va se rendre compte que non. Et cette histoire, c'est donc celle de John Robin, comme tu l'as dit, qui revient de la guerre du Vietnam, qui est engagé par un producteur de films pornographiques, même qui était dans Greetings, pour filmer ses voisins dans des moments plus intimes. Et là encore, De Palma, il prend un élément autobiographique, parce que lui-même, il avait fait croire à un producteur spécialisé dans le cinéma érotique qu'il allait lui livrer un film classé X, alors qu'en fait, il lui a livré Mordeur à la mode. Et voilà. Et y a-t-il un environnement franchement plus propice que l'industrie pornographique pour pouvoir traiter en creux d'un des thèmes de prédilection de Palma, qui est celui du voyeurisme? Je ne pense pas. Et ce voyeurisme qui est au départ du film celui de John Robin uniquement, de par le fait qu'il fait des tentatives d'espionnage et de vouloir filmer ses voisins et qui va échouer lamentablement. Un peu comme Fenêtre sur cour d'ailleurs. Il y a aussi dans cette figure de la caméra ou de l'appareil photo et de l'espionnage des voisins, c'est très Hitchcockien aussi, hein, comme. Absolument. Ouais. On peut dire que c'est la première citation de Palma à Fenêtre sur cour d'Hitchcock. C'est une certitude et il va y revenir plus tard, notamment avec Body Double. Et donc ce voyeurisme de départ, qui est celui de John Robin, il va très vite déborder de l'écran de cinéma pour finalement toucher de plein fouet le spectateur, nous, et nous impacter directement. Et ce qui nous amène à cette séquence, mais alors pour le coup proprement hallucinante, où Robert De Niro va participer à une expérience de théâtre expérimental total, mais qui va résolument partir en vrille au point de mettre le spectateur particulièrement mal à l'aise. Et on ne sait plus du tout si les acteurs jouent la comédie à ce moment-là ou s'ils sont en pleine recréation sadique de la violence. Et on peut d'ailleurs estimer que c'est l'une des séquences les plus jusqu'au boutiste du cinéma de De Palma, qu'il aura catalogué à tort comme un cinéaste, encore une fois, malsain, pervers voire même complètement dérangé. Mais quand même, il faut raison garder. Et il est toujours bon de rappeler que ce n'est pas parce qu'on filme la violence, le sadisme ou la perversion qu'on l'est soi-même. Et cette séquence clé du film de Raymond permet à De Palma de glisser une nouvelle fois de la pure fiction à un traitement, on va dire, quelque peu documentariste, en tout cas plus réel, et d'imposer au spectateur un questionnement, encore une fois, moral. Et on en revient donc toujours au même point. C'est à travers l'image et à travers le cinéma, De Palma se positionne clairement comme un réalisateur éminemment moraliste qui interroge perpétuellement le spectateur et frontalement en le poussant dans ses derniers retranchements. Et il leur dit: jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour supporter l'insupportable? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et à travers cette séquence, c'est quand même toute la métaphore du conflit vietnamien qui ressurgit, entre autres, puisque effectivement, il y a aussi le racisme qui est évoqué, mais c'est en tout point remarquable au niveau de la démonstration, et c'est à mes yeux la première réussite absolue du discours qu'a essayé de projeter De Palma sur ses spectateurs. Ouais, à tel point qu'un critique américain a parlé de manifeste esthétique à propos d'Aimam. Et en fait, à t'écouter, je me demande s'il faudrait pas aller un tout petit peu plus loin et parler non seulement de manifeste esthétique, mais aussi de manifeste éthique. Bon, alors, peut-être pour donner un éclairage supplémentaire à nos auditeurs sur ce film, je pense qu'il est... Mais là encore, l'un ne va pas sans l'autre chez De Palma. Oui, c'est ça. L'esthétisme est couplé forcément à l'éthique, l'éthique et de façon plus large à la réflexion.
Ouais, il y a un aller-retour constant entre le sensoriel et l'intellectuel. Absolument. Donc, bon, je pense il faut rentrer plus précisément dans l'histoire de ce film. Hein. Donc en effet, ce Rubin, ce personnage joué par Robert De Niro, il arrive à convaincre ce producteur de films porno de lui confier la réalisation d'un film. Mais à cause d'un problème de caméra, en fait, la caméra pivote vers le bas alors qu'il la laisse tourner et sans être présent, et il arrive à rien filmer d'autre que l'étage du dessous où en fait il se passe rien de très intéressant. C'est parce qu'il n'avait pas, c'est parce qu'il n'avait pas un chef opérateur à côté de lui, c'est pour ça. C'est de l'importance des techniciens. Et donc, Ouais. Donc, il présente le film malgré tout à ce producteur qui n'en veut pas, bien évidemment. Il se fait virer. Donc, John Rubin commence à chercher un boulot pour une activité après avoir emménagé dans une espèce de taudis immonde. Il déambule dans New York, il tombe amoureux de sa voisine, qui faisait partie des femmes qui filmaient de l'autre bout de la cour ou de l'autre côté de la rue. Et alors qu'il est un peu dans cette espèce d'incertitude, de flottement, il tombe sur un poster pour une audition pour une pièce de théâtre. Et tu l'as dit, c'est d'une pièce de théâtre expérimentale dont il s'agit. Et c'est important de le souligner puisque c'est à nouveau ce même théâtre expérimental qui sera au cœur du projet de Brian De Palma qui sera filmé juste après High Mom et qui va créer un lien entre High Mom et The Responsive Eye. Alors, cette pièce de théâtre elle s'intitule dans le film Be Black Baby et elle a pour objet de faire vivre à des spectateurs blancs la condition sociale et économique des Afro-Américains. Et cette pièce de théâtre, en fait, ça va être une expérience franchement extrême pour à peu près tout le monde, et dans laquelle Robert De Niro va être engagé pour jouer le rôle d'un flic. Et donc, avant de filmer la pièce elle-même, donc à nouveau ce thème du film dans le film, il y a la pièce presque dans son intégralité qui figure à l'intérieur de High Mom. De Palma filme l'audition dans laquelle De Niro s'essaye à la comédie en jouant le rôle de ce flic. Et c'est une scène qui rappelle énormément Taxi Driver. Encore Scorsese, encore De Niro. Exactement. Donc, donc la scène notamment de Taxi Driver où De Niro, je crois qu'à cette époque, je sais plus s'il s'est déjà rasé les cheveux et s'il a la crête de punk à ce moment-là ou pas. Et, non, c'est une séquence qui est refait plusieurs fois. Et quand il est devant son miroir, il n'a pas encore il n'a pas encore le mohawk. Ouais. Bon, mais en revanche, il dit le "You talking to me? You talking to me?" Absolument. Et donc, cette scène, elle est préfigurée dans ce passage de High Mom. Donc, Rubin passe cette audition, il met beaucoup de lui-même. Il est retenu par les producteurs ou par le metteur en scène. Et à ce moment-là, on rentre, comme les spectateurs, dans la pièce et on assiste à une représentation de Be Black Baby. Et cette pièce de théâtre, elle est terrifiante. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Les acteurs noirs donc, qui jouent les blancs sont grimés en blanc. Et les spectateurs qui sont censés vivre la vie et la condition des Afro-Américains sont, eux, grimés en noir à la manière atroce des blackface. En fait, il y a un renversement du rapport de puissance, de pouvoir. Et pendant cette pièce, les spectateurs blancs se font presque lyncher. Et c'est, tu le disais, une scène extrêmement dérangeante où la frontière entre la réalité et le documentaire se brouille. Alors la lumière se rallume à la fin de cette séquence et c'est à ce moment-là que le trouble devient maximal. Alors même que déjà la pièce en elle-même, filmée caméra à l'épaule encore une fois, dégage une énorme violence, mais la sortie est tout aussi dérangeante parce que exactement comme il le fait quelques années
avant dans The Responsive Eye, Mhm. Brian De Palma va filmer la réaction des spectateurs. Et alors là, à la sortie de la pièce, donc, on voit la bonne bourgeoisie progressiste du village qui s'est encanaillée au contact de cette pièce, qui affirme avoir adoré, qui a trouvé l'expérience absolument géniale, terriblement révolutionnaire. Enfin bon, voilà, c'est extrêmement emphatique. Et De Palma arrive à capturer toutes les réactions de l'intelligentsia new-yorkaise sous un angle résolument ironique, caricatural. Mais ce faisant, il instaure un contraste entre la violence de la pièce et la réaction des spectateurs qui dit quelque chose et qui est, comme tu le disais précédemment, éminemment politique, en fait. Ouais, Et, ouais. et, et c'est ça qui est absolument fascinant dans ce film et dans la fin de ce long métrage. Ouais, je suis entièrement d'accord et c'est une scène effectivement très très forte et c'est pour moi la première vraie scène d'importance du cinéma de De Palma parce qu'on en ressort, euh, tu l'as dit, choqué, interloqué, bouleversé et voire même profondément changé. Et encore une fois, on ne peut qu'admirer la perfection de son intention de mise en scène première et ce qu'il comptait provoquer chez les spectateurs en l'impliquant véritablement de manière viscérale et totale. Et on est là en 1969, on est en 2021, ça fait 22 ans, 52 ans maintenant que le film est sorti, et cette séquence, elle garde cette même puissance qui détruit tout sur son passage. Ouais, tout à fait. Et alors, peut-être que cette scène a tellement, enfin, comment dire? De toute évidence, cette scène, elle marque le spectateur, mais tout porte à croire qu'elle a aussi beaucoup marqué Brian De Palma, parce que à l'issue de High Mom, euh, donc Brian De Palma décide de se tourner vers un cinéma encore plus expérimental Mm. et de filmer en fait une pièce de théâtre euh, inspirée des bacchantes de Euripide. Donc une fois encore euh, la mythologie comme référent. Mm. Donc pièce de théâtre ou disons recréation des bacchantes d'Euripide, mise en scène par un représentant de cette scène théâtrale indépendante new-yorkaise qui décidément marque beaucoup le Brian De Palma de la fin des années 60. Et donc ça nous donne un film qui s'intitule Dionysus in 69 et ça mérite aussi qu'on s'y attarde parce que ça constitue une des fondations du cinéma à venir de notre réalisateur. Oui, tout à fait. Et ce film est fondateur à plus d'un titre même. Tout d'abord, il incorpore encore une fois une partie autobiographique de la vie de De Palma, puisqu'il il se remémore son passé au sein du Sarah Lawrence College lorsqu'il participait à des représentations théâtrales. Et il est marquant aussi et fondateur parce que, de par son aspect formel. Et l'aspect formel le plus marquant de ce nouveau film, c'est qu'il est entièrement filmé avec la méthode précédemment évoquée du split screen. Et ça lui permet donc, encore une fois, de filmer un même événement sous deux angles différents. Et la nouveauté, c'est qu'il se permet ici euh, des plans très très longs, qui sont ce qu'on peut considérer comme les prémices de ces plus fameux plans séquences qu'on connaîtra plus tard dans Snake Eyes ou bien dans Le bûcher des vanités et cette remarquable séquence d'ouverture. Et en filmant longuement un même événement, avec au final un minimum de coupes, et en fait, Brian De Palma, il cherche à préserver l'intégrité de ce qu'il filme. Et ici, en l'occurrence, une pièce de théâtre qui, de par sa nature même, est un déroulé temporel unique et qui ne peut donc souffrir d'aucune éventuelle autre lecture que celle qu'il fait. Ouais, alors le split screen, il était utilisé jusqu'à présent de manière anecdotique hein, Mhm. dans le cinéma de Palma. On l'a vu, enfin, il est notamment utilisé dans Greetings.
Alors qu'ici, il est systématisé en fait. Hein. Et à partir de ce film, cette technique, elle va rentrer pleinement dans le style de De Palma. Ça devient vraiment une de ses griffes. Donc c'est une technique qui est reprise par d'autres réalisateurs. Hein. On la retrouve notamment dans l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, qui est poussé un peu à son extrême et bon, il y a un peu de maniérisme dans la manière dont c'est utilisé, parce que l'écran finit par devenir une mosaïque de fenêtres dans ce film. Mais en tout cas, dans le cadre de Dionysus in 69, c'est pas un gimmick stylistique. C'est pour Brian De Palma le moyen de confronter le spectateur à deux points de vue, celui des spectateurs qui assistent à la représentation théâtrale et celui des acteurs qui sont sur scène. Mais et c'est là que c'est très intéressant, c'est pas binaire. C'est pas d'un côté, sur la partie gauche de l'écran, il y a les acteurs qui jouent et sur la partie droite, il y a les spectateurs qui sont filmés. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que la pièce qui est filmée, elle se déroule dans un hangar dans lequel il n'y a pas de séparation classique entre les spectateurs d'un côté et les acteurs de l'autre. Et en fait, donc tout est lié. Et ce que filme Brian De Palma, c'est la confrontation de deux points de vue dans lesquels se mêlent indifféremment acteurs et spectateurs. Et donc ça rend le visionnage du film particulièrement intéressant parce que c'est pas du tout statique. Au contraire, c'est incroyablement dynamique. Et ce que De Palma arrive à faire, c'est qu'il va créer du sens en projetant deux points de vue qui vont se compléter. En fait, moi, quand j'ai vu ce film, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que on voit De Palma parvenir à créer une synthèse qui peut être envisagée comme un troisième point de vue disjoint des deux points de vue qui sont filmés de part et d'autre de l'écran. Et c'est ça qui est absolument, je trouve, renversant d'un point de vue cinématographique. Mais une fois encore, ça sert le propos. C'est que c'est cette technique qui va permettre de révéler toute la modernité de la lecture des bacchantes de Euripide qui est faite par le metteur en scène de la pièce. C'est une pièce qui touche à des thèmes très controversés à l'époque, tels que la nudité, l'homosexualité, et De Palma les montre à l'écran de manière frontale et sans filtre. Et de ce point de vue-là, c'est un film qui est très très iconoclaste et novateur, parce que c'est quand même un pari assez c'est assez osé quoi, de pousser à l'extrême cette technique du split screen sur la durée d'un film entier. Et c'est aussi un film, je pense qu'on peut le noter, petite anecdote aussi, qui lui permet de retrouver à nouveau son acteur fétiche de l'époque, parce que le rôle principal est joué par William Finlay. Donc cette expérience de théâtre filmé, c'est le dernier film de la période pré-hollywoodienne de Brian De Palma, puisque après Dionysus in 69 et grâce au succès de Greetings et de Hi Mom, les portes d'Hollywood vont s'ouvrir à Brian De Palma. Et elles vont s'ouvrir avec Get to Know Your Rabbit, qui est le dernier film dont nous allons vous parler aujourd'hui. Alors c'est un film étrange, très très surprenant, et qui, pour Brian De Palma, est à peu près tout sauf un bon souvenir, mais qui, malgré tout, dit beaucoup de choses intéressantes sur Brian De Palma lui-même. Oui, ne serait-ce encore une fois que parce que le sujet même du film, qui est celui d'un nouveau héros de Palmaien, en l'occurrence Donald Beeman, et ce personnage, il est rompu au début du film à toutes les arcanes du capitalisme, et puis du jour au lendemain, il décide d'embrasser la carrière de magicien. Voilà. Alors donc effectivement, quand on évoque ce postulat de base, on pense bien évidemment à l'histoire personnelle de Brian De Palma, telle qu'on l'a racontée depuis le début de ce podcast, celle d'un homme qui se préparait à une carrière scientifique qui s'annonçait bien établie, mais qui au final, il choisira la voie artistique. Et le fait qu'il ait choisi de faire de son héros un magicien n'est, à mon avis, pas anodin, puisque l'analogie avec la magie propre au cinéma est ici pleinement affirmée.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une citation qui est très intéressante à cet égard, parce que Godard, qui a beaucoup joué dans la vie artistique qui a joué un rôle très important dans la vie artistique de Brian De Palma, disait que le cinéma, c'était la vérité en 24 images par seconde. Et lui, De Palma, il va affirmer le contraire. Il va dire que non, non, le cinéma, c'est le mensonge en 24 images par seconde. Et moi, je trouve que c'est intéressant de mettre en exergue cette citation en parlant de ce film, parce que ce film, il traite non pas tant de la magie, mais en fait du rapport que le cinéma entretient avec la vérité. Oui. La manipulation, le fait de faire croire quelque chose qui n'est pas avéré, chercher la vérité derrière le factice, le rapport même entre mensonge et vérité. En fait, tous ces questionnements et renvois permanents de style sont au cœur du cinéma de Brian De Palma, de Brian De Palma, on le voit bien. Et comme tu l'as dit, c'est un premier film de studio qui ne s'est pas très bien passé pour De Palma. On va dire même qu'il ne s'est pas très C'est bien peu de passé le du dire, tout. ouais. Ouais, voilà. On va Ouais, dire ça. voilà. Bah alors, déjà, faut dire que c'est Warner qui va aller chercher le cinéaste après les succès de Greetings et Diamond, qui sont donc deux films qui l'auront fait remarquer. Voilà, c'est également le premier film dans lequel De Palma va diriger une star en la personne d'Orson Welles, même si celui-ci n'a pas le premier rôle dans le film. Puis en dehors de ça, il travaille avec un casting d'acteurs, on va dire plus ou moins reconnus à l'époque, tels que M. Emmett Walsh, qu'on avait pu voir dans Macadam Cowboy de John Schlesinger, Little Big Man d'Arthur Penn, et qu'on verra ensuite dans Le Serpico de Sidney Lumet et Blade Runner de Ridley Scott. Puis il y a aussi une actrice qui est un peu connue à l'époque qui s'appelle Katharine Ross. Alors, c'est un film qui peut apparaître comme autobiographique, mais c'est aussi un film avec lequel, surtout, comme on l'a dit, il va batailler en se retrouvant confronté pour la première fois à une logique de studio. Et jusqu'à présent, il avait un peu toute liberté parce il œuvrait au sein du circuit indépendant américain. Et là, plus du tout. Et à titre d'exemple, il a l'idée de filmer plusieurs séquences de son film en 16 mm. Alors là, ça va être la Lali. Ça va provoquer un refus catégorique de la production et de Warner. Et voilà. Et ça, cet incident, il est symptomatique de toute la construction de ce film et de tout le déroulement et le tournage de ce film. Et ce déroulement, il va houleux, il va faire que s'envenimer au fil de la conception jusqu'à atteindre un point de non-retour, puisque une fois arrivé au niveau de la post-production et du montage, De Palma, il va se retrouver proprement expulsé de son propre film. Et De Palma, il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Et d'ailleurs, il mettra des années à en parler, au moins jusqu'au début des années 2000, où il raconte là par le détail qu'il a été complètement dépossédé de son film. Et alors, ce film semi-raté, complètement hybride dans sa conception, aura dû marquer effectivement l'entrée en grande pompe de Palma à Hollywood. Et ce film devait clôturer d'une certaine manière tout ce qu'il avait entrepris jusqu'ici, en offrant ce qui devait être initialement un film éminemment personnel et qui se retrouvera in fine voué au pire gémonie. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience un peu étrange que de visionner ce film, hein. Donc, De Palma, il aura pas le final cut sur le film. Et la fin imposée par les studios afin de répondre au canon hollywoodien de l'époque, bah, trahit complètement l'esprit et le propos même du long métrage. Donc en plus, il s'entend extrêmement mal avec son acteur principal, Tom Smothers, qui était un host de talk show aux États-Unis très connu à l'époque et qui venait qui s'était fait virer par ABC parce qu'il avait tenu des propos très très virulents contre la guerre du Vietnam. Donc l'histoire, tu l'as dit en tant que telle, elle a en effet des résonances très personnelles hein, pour De Palma. Il parle beaucoup de lui-même. C'est cette histoire d'un jeune homme qui réussit sa carrière dans une grande entreprise. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait. On sait qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il a visiblement sur le papier une vie absolument idyllique. C'est un séducteur patenté, mais de toute évidence, il s'ennuie terriblement.
et à tel point que du jour au lendemain, il a une crise de conscience et il décide, comme tu le disais, de devenir magicien. Et bien entendu, c'est Orson Welles qui va jouer le rôle de l'initiateur, du professeur de magie. Et encore une fois, c'est un choix qui est tout sauf un choix innocent. Ce qui est drôle, et je pense que ça aussi, je pense contribuer au stress et à l'expérience un peu traumatisante qui a été suivie pour De Palma, c'est que Wells, il apprenait pas ses textes, et il forçait Brian De Palma à faire tendre des grands fiches en carton sur lesquels étaient inscrits les dialogues, en fait. Exactement comme Marlon Brando à la fin de sa carrière, quand il a tourné quand il a tourné le Superman de Richard Donner, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement la même chose. Voilà. Quand on regarde les bonus du Superman de Richard Donner, on est mort de rire de voir Marlon Brando en train de lire des pancartes en carton. Alors là, il n'y a pas de rush, en tout cas pas à disposition. Mais en revanche, ce qu'on voit bien, c'est qu'Orson Welles, il le fait vraiment dilettante, ce film. C'est-à-dire que là, il est complètement absent de ce film, même quand il est au cœur de l'objectif. Et donc, en fait, le film, il va pivoter lorsque notre aspirant magicien, il va recroiser la route d'un de ses anciens collègues. Alors, ce collègue, il a très très mal vécu le départ de notre héros de palmaïen. Il a sombré dans l'alcool et il est en train de se clochardiser à grands pas dans Grand Central Station à New York. Et peut-être que c'est comme ça qu'il imagine son frère Bruce. Oui, qui a fini ermite. Voilà. Au fin fond de la Nouvelle-Zélande. Alors, cet ancien collègue, il va convaincre son ami devenu magicien de l'embaucher pour qu'il devienne son impresario. Et donc, en fait, il va être un impresario très très efficace parce que, aux grandes dames et contre l'avis de notre cher magicien, il va transformer la petite entreprise artisanale de magie de Beeman en une espèce d'énorme société de spectacle et de publicité, dépossédant complètement le héros de notre film de son destin. Et c'est là l'aspect tragique de ce film. Et malheureusement, et c'est ça qui est assez poignant, c'est que la fin du film trahit complètement le propos de De Palma, qui est un propos de résistance. Et c'est en ça que ce film il est subversif, parce que ce magicien, il va se rebeller contre la tentative de son ancien collègue de faire de lui à nouveau un suppôt du capitalisme, jusqu'à se faire disparaître lui-même par la magie. Et normalement, ce film, il devait finir sur ça, sur une disparition. C'est en ça que c'est un film qui est éminemment personnel, mais qui a été complètement récupéré par la logique hollywoodienne, parce que la fin, malheureusement, ne s'arrête pas sur cette scène, mais elle est prolongée par un happy ending complètement niaiseux, bâclé, complètement artificiel, qui fait que le film tombe à plat et expulse en fait tout le propos subversif du film qui était celui de Palma. Mais là où c'est intéressant, comme tu le disais là encore, c'est que ça en dit beaucoup plus sur De Palma et sur le rapport qu'il entretient avec les studios et avec Hollywood. Parce que l'échec de ce film, qui n'a pas marché du tout au box-office, fait écho à l'échec personnel de Brian De Palma, qui va se faire virer non seulement de son propre film, comme tu l'as dit, mais aussi de Warner, dans des circonstances assez rocambolesques et qui, je pense, méritent d'être rapportées ici. Alors, pour le moins. C'est pas mal. Un peu après la sortie du film, donc qui est un four, il se retrouve à une fête organisée par l'un des responsables du studio. Et avec un de ses camarades réalisateurs, dans une pièce adjacente à la réception, alors on imagine la grande longère hollywoodienne qui donne sur une piscine forcément, De Palma va créer une espèce de happening théâtral
dans lequel, en fait, il va s'évertuer à se moquer de l'establishment hollywoodien qu'il a invité. Et c'est tellement efficace qu'il va ramener à lui, avec son comparse, la quasi-totalité des convives présents à cette réception, qui l'entourent, qui les entourent tous les deux, et qui sont tous hilars. Et donc à un moment, il y a le patron de la Warner qui se retrouve face à Brian De Palma. Et Brian De Palma trouve que la meilleure chose à faire, après l'échec de son premier film, c'est de se moquer ouvertement de son propre patron devant ses pairs. Bon patron qui ne dit rien sur le moment, mais qui le lendemain va signifier son congé à notre ami Brian De Palma, qui est donc viré sans aucune forme de procès, grâce à ce happening théâtral qui décidément colle à la peau de Palma. Et bon, alors, on savait bien rire en ce temps-là, monsieur. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. On savait ce que c'était qu'irrévérence. Bon, alors cette anecdote, qui n'est qu'une anecdote, mais elle est malgré tout révélatrice des rapports que Palma va entretenir toute sa vie avec Hollywood. Et je pense que ce qu'on peut dire, et ça c'est en germe dans ce film et dans cette anecdote, c'est qu'il refusera toujours d'être dompté par le monstre hollywoodien. Effectivement, on peut dire que Brian De Palma, c'est un pur maverick, comme on dit dans la langue anglaise. Et même si cet épisode est effectivement très malheureux pour lui, il restera, je pense, très formateur, surtout qu'on peut penser qu'avec l'intelligence qui est la sienne, il va comprendre très vite que cette erreur n'est pas irréversible. Il va en tirer toutes les leçons, et une fois qu'il l'aura fait et qu'il aura analysé le système hollywoodien tel qu'il est, il va complètement le retourner à la seule force de sa subversion, et c'est une subversion qui fonctionnera vraiment à plein régime, on va dire, du début des années 1970 à une bonne partie des années 80, et qui sera symptomatique des films de cette période. Mais surtout, il faut rappeler qu'on est à l'époque en 1972, et on n'est pas encore tout à fait dans le nouvel Hollywood qui va arriver et qui va profondément redistribuer les cartes. Puisque jusqu'à présent, Hollywood était dirigé par les studios. Et on va dire qu'à partir du milieu des années 1970, il sera véritablement le terrain de jeu de toute une nouvelle génération de cinéastes prêts à renverser la table. On les connaît, et c'est Steven Spielberg, c'est George Lucas, c'est Martin Scorsese, c'est Francis Ford Coppola et c'est Brian De Palma. Et là, on va rentrer de plein pied dans ce qui peut être considéré comme un âge d'or et de starification pour De Palma, qui va enchaîner de nombreux succès publics essentiellement, parce que pour la critique, à l'heure de la dithyrambe n'est pas encore totalement arrivée. Oui, ça, c'est clair. Et De Palma, il traînera encore pendant un certain temps derrière lui une réputation de cinéaste vulgaire, de cinéaste mineur, ce qui est pour le moins très drôle lorsqu'on se retourne dorénavant sur sa filmographie, comme on vient de le faire tous les deux ensemble, et avec cette première partie, et comme nous le ferons avec les suivantes. Oui, parce que c'est effectivement sur cette note qu'on va clore cette première partie de la filmographie de Brian De Palma. Donc première partie très riche et annonciatrice de beaucoup de... Plus riche qu'on ne le pense. Ouais, absolument. Quand on a préparé ce podcast, on se dit que finalement, toutes les bases étaient déjà sur cette première période de sa carrière. Oui, et je pense que c'est pour ça que ce serait utile de faire une recension de ces thèmes récurrents dont on a parlé, mais qui jaillissent un peu comme ça, comme une source sauvage pendant cette première phase, et qu'on va retrouver après, de manière peut-être plus maîtrisée, quoique la maîtrise est déjà très très grande pendant cette première phase. Et thèmes qui vont donc structurer en fait la totalité du discours cinématographique de Palma. Oui, il y en a évidemment plusieurs. Il y a effectivement, on l'a dit et répété, l'obsession et le voyeurisme qui, même s'il me semble important, ne sont finalement que des éléments factuels, voire même résiduels de termes qui sont bien plus larges. Parce que pour De Palma, on se rend compte que ces données, que sont l'obsession et le voyeurisme, rentrent dans un champ plus grand, qui est celui de la manipulation par l'image
du montage d'images, de ce que les images veulent dire. Et en cela, il est vraiment un cinéaste à part entière qui décide du choix de ses cadres et de ses plans et qui rentre donc dans un concept bien plus large de ce qui constitue intrinsèquement le cinéma son cinéma. Et son cinéma, c'est cette propension à créer une histoire, voire même à réécrire des histoires en même temps qu'il les filme. Et surtout, on se rend compte que, de par ce questionnement permanent de l'image, que De Palma, il est non seulement un remarquable narrateur virtuose, mais qu'il est aussi un cinéaste politique. Et même s'il n'a pas un discours politique frontal tel que peut l'avoir par exemple un Oliver Stone, sa vision politique du monde, il en a une et il la diffuse dans les images qu'il crée, et c'est ce qui en fait, encore une fois, un véritable réalisateur d'exception. Oui, à cet égard, moi je pense que ce que je souhaiterais souligner un peu comme une coda, c'est que à l'issue de cette première période, et Get to Know Your Rabbit le démontre avec brio, De Palma, c'est un styliste éprouvé. Il y a une virtuosité dans le maniement de la caméra qui prend toute son ampleur dans ce premier film de studio, malgré ses frustrations et malgré ses déconvenues. Il y a des split screens, il y a des plans séquences, il y a une utilisation complètement révolutionnaire de la caméra qui est utilisée notamment pour des plans en plongée réalisés au-dessus du décor lui-même et qui brise le quatrième mur bien avant la rose pourpre du Caire de Woody Allen. Et les innovations formelles et stylistiques qui apparaissent dans le cinéma de Palma à cette époque, elles sont nombreuses et c'est aussi ce qui va caractériser son cinéma. Et contrairement à ce que certains critiques un peu dans un jugement trop hâtif, je trouve, ont mis en avant, ça n'est jamais vain. Il y a toujours un rapport entre le fond et la forme. Ces audaces stylistiques, ces innovations techniques, elles sont là pour servir un discours, pour offrir une expérience au spectateur qui se veut nouvelle et qui bouscule. Et s'il y a bien un état qui, pour moi, résume la sensation d'un spectateur face à un film de De Palma, et on le ressent dès la première partie de son œuvre, c'est le fait d'être bousculé. Et je pense qu'on doit lui savoir gré de ça. Brian De Palma ne laisse jamais indifférent et il va utiliser toute la grammaire du cinéma, toutes ses possibilités techniques pour susciter en nous à la fois des émotions et de la réflexion. Et c'est sur ce manifeste esthétique qu'on va se quitter. Et Pierre, dans la deuxième partie de ce triptyque sur le cinéma de De Palma, on va explorer les films qui vont porter De Palma au pinacle et qui vont consacrer de manière définitive, je pense, Pierre, tu ne me contrediras pas, son empreinte sur l'histoire. Absolument pas. C'est pas moi qui vais contredire. Donc, à très bientôt, Pierre. Merci beaucoup et merci à toi. Merci à toi. C'était Réal, un podcast produit, réalisé et présenté par Eric Fichelson et Pierre Jacquet, habillage visuel et sonore par Alexandre Crass.